un gain de 3 milliards de matériel militaire pour l'Ukraine. C'était suite à sa rencontre avec le président Zelensky vendredi dernier. Et on va parler de l'état de l'économie russe et de l'état de l'économie française. Est-ce qu'on a les moyens d'aider l'Ukraine à ce point? Nous sommes en compagnie de Jacques Sapir, économiste spécialiste de la Russie et des questions monétaires à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On nous promet en même temps 3 milliards d'aides à l'Ukraine en aide militaire et 10 milliards d'économies 2 jours après. Est-ce que c'est la quadrature du cercle pour arriver à cumuler les deux? Alors, il n'y a pas réellement de lien de cause à effet. Par contre, il y a une véritable incohérence parce que dans ces économies, on veut aussi faire des économies sur le budget de la défense. Alors, on ne peut pas à la fois... Qui est déjà pas très élevé, il a 41 milliards pensions comprises, faut-il le rappeler. Hein. Tout à fait. Alors, on ne peut pas à la fois dire qu'on va donner des armes à un autre pays et soi-même réduire le budget de la défense. Ça, c'est déjà une incohérence. Après, il y a un autre problème. C'est que la France est un des plus faibles donateurs par rapport à son PIB, bien entendu, mais même en matière absolue, par exemple un pays comme la Norvège donne plus que nous, un pays comme l'Allemagne donne plus que nous, c'est vrai, et on a tendance toujours à gonfler les chiffres que l'on annonce en donation à l'Ukraine, par exemple. Dans un rapport sénatorial, on a fait le compte, 1,7 milliard de matériel ont été donnés à l'Ukraine. Mais on arrive à ce 1,7 milliard en comptant le coût de renouvellement. Autrement dit, ce que nous coûterait le rachat de nouveaux matériels équivalents au matériel que l'on a donné. Car les matériels que l'on a donnés sont pour certains véritablement vieux. Le cas le plus évident, c'était la MX-10 RC. Qui est un char léger, mais qui était déjà en fonction de l'armée française il y a plus de 30 ans. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un véhicule de reconnaissance, enfin de combat et de reconnaissance qui date des années 70. Bon, donc ça veut dire que ce n'est pas réellement 1,7 milliard que l'on a donné, compte tenu du fait que ces armes, d'abord, ne nous ont pas coûté ça et se sont déclassées par la suite, c'est nettement moins. Donc, il y a, et ça je crois que c'est quelque chose d'assez systématique, une très grande différence entre les effets d'annonce qui sont faits, oui voilà, on va donner tant, bien, et la réalité des choses. Pour le coup, sur les 3 milliards que le président Macron a dit qu'il donnerait à l'Ukraine, nous n'avons pas aujourd'hui 3 milliards d'armes à donner. Il faut le dire très simplement. Nos stocks sont tellement bas que nous n'avons pas 3 milliards d'armes à donner. Alors, peut-être qu'il inclut dedans la formation des personnels ukrainiens. Ça, c'est possible. Et on sait que la France est un des pays qui fait beaucoup de formation, que ce soit des soldats, que ce soit des gens qui sont là pour entretenir ou réparer les armes occidentales qui ont été données. Mais c'est certainement pas en armes. Par ailleurs, si on compte là-dedans des armes que l'on promet aux Ukrainiens, mais à partir de nouvelles productions, ça veut dire qu'il faudra que les Ukrainiens attendent 2025 au plus tôt, et plus probablement 2026 ou 2027. Mais quelles armes va-t-on livrer, puisqu'on a fermé tout ce qui était usine de munitions de petit calibre, par exemple. On a fermé les usines qui fabriquaient des cartouches pour nos fusils d'assaut qu'on doit importer, que ce soit en 5,56, en 7,62, en 9 mm. On va livrer quoi? Des missiles de croisière, comme on l'a déjà dit, des Scalp, des systèmes conventionnels à longue portée, c'est le nom de ce missile de croisière. On parlait de bombes guidées laser tirées par des avions, des canons César, des munitions. Qu'est-ce qu'on va livrer a priori? Alors, on peut livrer encore quelques Scalp. Je dis bien quelques Scalp parce qu'on est vraiment... Alors j'explique, c'est un missile de croisière qui frappe 300 à 500 km de sa zone de tir. Tout à fait, mais on est à l'extrême limite de nos stocks. Donc je ne pense pas qu'on puisse en livrer plus de 10 ou 15. Même chose, les bombes guidées par laser, oui, on en a à peu près une 50aine qui sont livrables, mais pas au-delà. Après, nous n'avons plus de canons César à livrer, à donner, plus précisément. Il faudra attendre que les 74 canons César qui ont été commandés dans le budget militaire soient produits. Et là, c'est des délais de production de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Et quant aux munitions, alors, vous avez raison sur les munitions de petit calibre. Nous pouvons donner des obus de 155 mm ou des obus de mortier de 120 mm. Oui. Mais pour les obus de 155 mm, nous avons actuellement un projet qui va faire passer la production annuelle, je dis bien de la production annuelle, de 30 000 obus à 60 000 obus,
L'usine ne sera en réalité opérationnelle que début, voire mi-2025, et 60 000 obus. Admettons qu'on en donne la moitié, ça représente à peu près 4 jours de tir des Russes en Ukraine. C'est ridicule. Pendant la bataille de Verdun, les usines françaises sortaient 200 000 obus par jour. Tout à fait. Donc 60 000 obus par an, c'est vraiment une portion congrue, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Est-ce que c'est suffisant pour que l'Ukraine gagne la guerre face à la Russie ? La question n'est plus de savoir si l'Ukraine peut gagner la guerre, cette question a été tranchée. La question est de savoir comment l'Ukraine peut-elle résister et ne pas trop céder de terrain dans l'année qui vient. C'est ça la question réelle. Or, là-dessus, il faudrait que les pays occidentaux, dans leur ensemble, États-Unis, Allemagne, redonnent à l'Ukraine tout ce qui a été donné à l'Ukraine depuis le début de 2022. Depuis 4 ans, 2 ans. Depuis 2 ans. Par exemple, prenons sur la question des chars. Sur les chars Léopard 2 qui ont été fournis à l'Ukraine, les chars allemands, alors ils n'ont pas été fournis que par les Allemands, puisque ce char est de fabrication allemande, c'est ça. De fabrication allemande. Bien, aujourd'hui, 20% des chars ont été détruits au combat, mais 60% sont inutilisables et sont donc en attente de réparation. Il ne reste que 20% des chars qui ont été donnés. Donc, globalement, l'OTAN n'a pas les moyens de fournir des armes en quantité équivalente à ce qui a été donné depuis 2022 à l'Ukraine. Et ça, c'est quelque chose, c'est une situation qui ne changera pas avant fin 2025, début 2026. Au mieux, mi-2026, début 2027, plus probablement. Alors, parlons du Fonds monétaire international qui vient de fortement réviser à la hausse ses prévisions économiques pour la Russie. On est passé de 1,1 à 2,6% de croissance. L'économie russe, on devait la mettre à genoux, dixit Bruno Le Maire. Elle n'a pas l'air d'être franchement à genoux. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut dire Est-ce que les sanctions occidentales sont inefficaces ? Alors, elles n'ont pas été inefficaces sur le moment. C'est vrai, si vous voulez, quand vous regardez que ce soit les statistiques du Fonds monétaire international ou les statistiques russes, vous voyez bien un recul du PIB russe en 2022. D'ailleurs, ce recul avait été très surestimé et aujourd'hui, il a été réduit à moins 1,2% par le FMI et par Rostat, qui est l'INSEE européenne. Donc, l'INSEE russe. Bon. Par ailleurs, le chiffre pour 2023 est encore sous révision, mais va probablement monter. Le FMI le donne à 3%. Il sera au moins de 3,6% et Rostat annonce une probable révision qui aura lieu cet été ou cet automne, plutôt autour de 4%. Donc oui, l'économie russe va bien. Elle va bien pour plusieurs raisons. Elle va bien d'abord parce que tout simplement la production militaire gonfle le montant global de la production. Ça représente à peu près 40% de la croissance. Mais elle va bien aussi parce qu'il y a une forte croissance de la consommation des ménages. Et enfin, parce qu'il y a tout un mécanisme de substitution aux importations qui aujourd'hui se développe très fortement et qui représente encore probablement entre 20 ou 25% de la croissance. Donc, si vous voulez, on a une croissance qui est une croissance multifacteur et qui est solide. Et il y a aussi l'exportation, puisque est-ce qu'il y a aujourd'hui un axe Moscou-Pékin-New Delhi dans la géopolitique et la géoéconomie mondiale, parce qu'on voit par exemple que les exportations d'hydrocarbures russes n'ont pratiquement pas baissé et c'est un des principaux points d'exportation de la Russie. Oui, tout à fait. Alors, la Russie a multiplié par 5 ses ventes de pétrole à l'Inde. Je dis bien multiplié par 5. Elle les a aussi fortement augmentées par rapport à la Chine. Vous avez des exportations de gaz, mais qui sont de nature un petit peu différente, puisque la Russie utilise de moins en moins les gazoducs, ceux qui restent, ceux qui n'ont pas été détruits par une main si obscure que même la justice suédoise ne veut pas en parler, mais elle vend du gaz liquéfié, donc du GNL. Bon. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Europe continue de s'approvisionner très largement en GNL d'origine russe. Donc, oui, les exportations russes ont un petit peu baissé en volume, se maintiennent tout simplement parce que les cours sont remontés. On était, par exemple, pour le pétrole, on était en juin 2023 tombé à $60 le baril. Oui.
Et on est aujourd'hui entre 80 et 82 $ le baril. Ça veut dire, grosso modo, un accroissement du tiers. C'est ça. Donc voilà, donc ça va continuer à rentrer. Et on voit très bien que les entreprises exportatrices russes, elles, se portent bien. On écoute Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. La Russie va mal, elle veut nous persuader du contraire, elle veut nous décourager en affirmant que le temps joue pour elle. C'est faux, ces élites fuient, ces investissements s'effondrent et nos économies européennes sont beaucoup plus puissantes. Comme disait un animateur de télé célèbre, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Alors il y a 3 mensonges dans ce qu'a dit monsieur Stéphane Séjourné. Premier mensonge, c'est pas les Russes qui disent que leur économie va bien, ce sont les institutions internationales. Et si les institutions internationales le disent, c'est parce qu'elles ont les moyens de le vérifier. Donc ça, premier mensonge. Deuxième mensonge, sur l'investissement. Monsieur Stéphane Séjourné affirme que l'investissement russe s'est effondré. Au contraire, il est en croissance. Il est en croissance absolue. Alors, il a eu une croissance d'environ 4% en 2022, d'environ 8,5%. 8,5%, c'est énorme. En 2023. Et on s'attend à ce qu'il ait, en 2024, toujours une croissance de l'ordre de 3,5 à 4%. Donc non seulement l'investissement ne s'est pas effondré, mais il a même fortement augmenté sur les 2 dernières années. Et puis, troisième point, non, les économies européennes, l'Union européenne, ne va pas bien. Nous sommes la zone de plus faible croissance pour 2024 et 2025 à partir des estimations qui sont faites par le Fonds monétaire international. La croissance de l'Union européenne sera sur 23, 24, 25 de 7%, la croissance mondiale sera de 17%, la croissance des pays asiatiques, elle, sera de 20%. Donc, globalement, nous sommes, en fait, les lanternes rouges de la croissance mondiale, et ça, probablement, pour une période de 2 à 3 ans. Quand on constate ce qui se passe, notamment pour les échanges de la Russie, on a parlé de l'axe Moscou-Pékin-New Delhi, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, que le yuan est devenu une monnaie de substitution pour la Russie par rapport au dollar et à l'euro. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, le yuan fait grosso modo 45% des échanges financiers à Moscou. Alors, le dollar et l'euro sont toujours utilisés, mais ils sont en forte baisse. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les comptes en devises des entreprises et des ménages, le yuan a remplacé le dollar. Donc, on a tout à fait la démonstration que la Russie a effectivement réussi à contourner les monnaies occidentales et à utiliser de plus en plus. Alors, il y a aussi beaucoup de transactions qui se font en roubles, en réalité, en roupies aussi, mais le yuan a une place maintenant tout à fait déterminante sur le marché russe, puisqu'il représente, je vous dis, à peu près 45% du volume des transactions. Vous êtes spécialiste des questions monétaires à l'EHESS. Est-ce que le yuan est en train de devenir la 2e monnaie mondiale avec le dollar, ou la 3e avec le dollar et l'euro? Pas encore, pour une raison très simple, c'est que les Chinois n'ont pas levé la totalité des restrictions qu'il y a à la convertibilité du yuan. Et le yuan, pour l'instant, reste de ce fait relativement limité. Ce qui est plus important, c'est que l'on voit aujourd'hui se développer les transactions en petites monnaies. Alors, ce qu'on appelle les petites monnaies, c'est la livre sterling, le franc suisse, le yen japonais, le dollar canadien, le dollar australien, le dollar singapourien. Bref, ces petites monnaies, en tant que monnaie de réserve, et on peut toujours déduire la place d'une monnaie de sa place en monnaie de réserve par rapport à sa place en monnaie de transaction, puisque on garde en réserve au prorata de ce que l'on fait en transaction. Ces petites monnaies ont d'ores et déjà dépassé l'euro, si vous voulez. Et ce sont elles qui vont progressivement contester la suprématie du dollar. On écoute le ministre des Finances et de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire. Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. C'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. C'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat
de 10 milliards d'euros d'économies. Est-ce que cet effort, c'est pas le retour de la rigueur ou de l'austérité, comme on disait dans les années 70-80 ? C'est pas encore, mais ça marque effectivement un tournant. Après, est-ce que cette déclaration va se traduire dans les faits ? Ça, c'est une autre affaire, parce que on voit tout de suite que les ministères dans lesquels on veut couper, et on veut couper par exemple sur l'éducation nationale, on veut couper sur le ministère de la Santé, donc sur le financement des hôpitaux, on veut couper sur le ministère de la Défense. Ils vont commencer à protester, et donc je ne suis pas tout à fait sûr que cette annonce de monsieur le ministre des Finances se traduise dans une réalité. Il s'est déjà beaucoup trompé et je pense qu'il continuera à se tromper largement. Il nous reste un peu plus d'une minute. On est obligé d'en parler, évidemment. La mort d'Alexeï Navalny vendredi dernier. Est-ce que le régime russe est en train de se durcir ou pas ? Alors, il s'est déjà fortement durci. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont été jugés, dont d'ailleurs des partisans de la guerre à outrance, Strelkov, qui a pris 4 ans de prison. Maintenant, ce qui me semble condamnable, c'est le fait que Navalny, étant malade, étant en mauvaise santé, ait été maintenu dans cette colonie pénitentiaire dans l'Arctique et n'ait pas été ramené dans une colonie pénitentiaire, je dirais, dans une région plus proche de Moscou. Ça, oui. Maintenant, il y a beaucoup à dire sur le comportement de M. Navalny et sur ses idées. Quelqu'un qui traitait les Caucasiens de cafards, les gens d'Asie centrale de rats, peut difficilement passer pour un défenseur de la démocratie. Merci beaucoup Jacques Sapir. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et des questions monétaires à l'École des hautes études de sciences sociales. Merci.